On est très heureux de vous accueillir ici, toute l'équipe d'Arte, ce matin, dans ce lieu qui est très important pour nous, la Gaîté Lyrique, avec ce nouveau projet de la Fabrique de l'époque, dont vous pourrez aller parler tout à l'heure avec Boris Razon, par exemple, qui est absolument intarissable et toujours très enthousiaste quand il parle de ce projet. On va vous proposer, vous présenter nos programmes de rentrée. Évidemment, c'est Bruno Patino dans quelques secondes qui va ouvrir le bal. Mais pour commencer, quelques images artésiennes en diable, je crois. Mais bonjour Bruno Patino. Bonjour Émilie. Comment vous la résumeriez en quelques mots, cette rentrée 2023 d'Arte? Enfin, en 3 mots, hein, programme. En fait, ce n'est pas vraiment une boutade parce qu'on n'a pas de mercato à vous annoncer, et pas de changement de cap non plus. Pas de mercato d'abord parce que je pense qu'on a des gens absolument exceptionnels qui travaillent avec nous sur l'antenne, dans les équipes aussi, et chez nos amis producteurs et auteurs. Pas de mercato parce qu'on croit aussi au lien, c'est-à-dire au fait qu'on tisse quelque chose de durable avec ceux qui nous regardent, et que pour bâtir la confiance, il faut bâtir un lien, et que ce lien-là, forcément, il doit exister dans la constance et dans la durée. Donc pas de mercato. Pas de changement de cap, vous le savez, ça fait déjà maintenant quelques années que je résume le cap en 3 mots, que sont l'éclectisation, la plateformisation et l'européanisation. Ce qui pourrait se traduire en d'autres mots, hein. On veut une offre différente, une offre disponible et accessible partout, et une offre qui conjugue plusieurs regards. Alors on ne change pas le cap parce qu'on pense qu'il apporte des résultats, on pense qu'il est le bon, on en verra plus tard, hein. Et puis peut-être qu'on a changé de cap un peu avant les autres, mais ça on le verra. Donc on croit en la constance. On croit aussi en la pertinence et en la différence. Et donc l'important, ce dont on est venu vous parler aujourd'hui, c'est à la fois ce que nous proposons et la façon dont on le propose. Et aujourd'hui, on va surtout parler programme. Et si j'ose dire, je vais essayer, et peut-être parce que non seulement j'ai vu les bandes annonces, mais j'ai consulté la brochure, j'ai vu beaucoup de programmes déjà. J'espère vous convaincre de regarder la différence. Vous allez voir, ça existe. Alors ces programmes-là, Boris et les équipes éditoriales vous en parleront mieux que moi, mais de mon point de vue, je pense qu'on essaye de les faire pour rentrer en résonance. C'est un mot qu'on utilise volontiers. On est franco-allemand, donc utiliser le mot Darkmouth Rosa, ça nous va. Alors en résonance par rapport aux besoins, aux défis et aux urgences, aux besoins de discernement de nous tous, comment marche le monde, comment ça se passe, aux besoins de liberté pour la construction d'un imaginaire, aux besoins de qualité et de fiabilité de ce qu'on met à disposition du public et de l'espace public. Le défi, c'est l'accélération et le choix difficile. L'accélération, on prend notre temps pour faire des programmes qui eux-mêmes prennent leur temps, et on pense que ça donne du temps à tout le monde. Et le choix difficile, nous, on essaye de le résoudre en tenant la ligne éditoriale plus que jamais. Vous savez où vous êtes quand vous êtes sur Arte, que vous soyez sur la plateforme, la chaîne ou les chaînes sociales. Donc, on donne des repères dans le temps et dans l'espace, ce qu'on essaye de faire. Et quant aux urgences, je ne vais pas en parler ici, les urgences climatiques, sociales, philosophiques, on essaye d'être le plus possible à l'écoute et de les traduire dans nos récits. Donc je vais terminer la réponse à cette première question. Je vous rassure, il n'y a que 17 questions qui me sont posées par Émilie, en disant qu'on ne peut le faire que à la fois grâce aux équipes. Et moi, j'ai la chance de présider une société qui a vraiment des équipes tout à fait exceptionnelles, et je leur rends hommage aujourd'hui et je leur exprime ma gratitude, mais qui arrivent aussi à faire travailler des auteurs, des talents, et même à parfois permettre l'éclosion de nouveaux talents. Et donc, voilà, la rentrée d'Arte, c'est les programmes.
Et ces programmes, on va les découvrir dans un instant, mais on avait quand même envie de parler d'un baromètre de l'IFOP, des marques audiovisuelles, qui nous rend un peu fiers. Oui, parce qu'évidemment, je parlais de ce que nous proposons, mais il y a aussi la façon dont on le propose. Et quand on voit que la façon dont on le propose provoque d'abord de la reconnaissance, évidemment, on est heureux. Donc quand on voit que qualitativement, aujourd'hui, les gens pensent que Arte.tv est une des meilleures plateformes à disposition du public. Alors ici, on marque qu'on fait quasi jeu égal avec Disney et qu'on est seulement dépassé par Netflix. Je pourrais dire oui, d'accord, 2 plateformes payantes nous dépassent. On est quand même une plateforme reconnue pour sa qualité et qui a en plus l'avantage non nul d'être gratuit. Donc ça, c'est la reconnaissance. Évidemment, après cette reconnaissance, on peut passer à la deuxième slide, se traduit aussi par... Ça vient. Ne se traduit pas tout de suite, mais se traduit aussi quand même, d'après ce baromètre, par des satisfactions qui montrent en fait une seule chose, c'est la confiance que les gens accordent en ce que leur propose Arte. Et cette confiance-là, on y travaille chaque jour, c'est notre devoir, c'est notre mission d'être un tiers de confiance. Et manifestement, ça a l'air de se passer. Et évidemment, puisque j'adore toujours 3 mots, la reconnaissance, la confiance, ça nourrit aussi la croissance. 3e slide. Les transitions ne sont pas encore totalement fortes. Voilà, donc la fluidité, on peut dérouler. Donc vous voyez que, en gros, ces 5 dernières années, on a pratiquement cru, d'un point de vue numérique, de plus de 400%, de près de 500%. Les chiffres ne sont pas vraiment importants. Ils traduisent quand même, je crois, une augmentation de l'utilité sociale d'Arte. Et nous sommes, chacun d'entre nous dans les équipes, là pour ça. Et 82% de confiance dans notre traitement de l'actualité internationale, ce qui tombe très bien à la veille de 2024, qui va être une année cruciale, évidemment, parce que les élections européennes, là encore, en quoi il va y avoir une singularité artésienne? C'est un rendez-vous pour nous. D'abord, les élections européennes en 2024 vont avoir lieu à un moment où vraiment l'Europe est dans l'histoire. Elle est dans l'histoire, évidemment, de façon... la géopolitique le rappelle depuis maintenant plus d'1 an. Elle est aussi dans l'histoire, dans un basculement possible ou un questionnement possible de ces modèles politiques. Arte, vous le savez, le E de notre acronyme, c'est européen. Donc depuis le début, l'Europe est à la fois notre espace enfin, on traite de l'espace européen et on traite de l'histoire européenne. Donc cette année d'élections européennes qui vont avoir lieu dans un contexte particulier est une année où on va devoir effectivement être présent sur les enjeux européens. On est présent aussi de façon dans la réalité de l'offre européenne qui est la nôtre parce qu'on croit à 2 choses qui se complètent. Premièrement, que l'offre est d'autant plus riche qu'elle arrive à conjuguer plusieurs regards et c'est pour ça que depuis plusieurs années, on multiplie les coproductions européennes. Il y avait ce chiffre de 480 coproductions européennes. Le problème, ce n'est pas le financement. Enfin, on peut en parler si vous voulez. La réalité et la richesse, c'est d'avoir plusieurs regards sur le même objet. Et plusieurs regards aujourd'hui, ça donne accès à la complexité et à la richesse et ça permet de mieux rencontrer l'autre. Donc sur l'offre, depuis très très longtemps, on essaye d'avoir cette conjugaison de regards européens, mais on essaye aussi d'être regardé aussi. Donc de conjuguer les regards de ceux qui nous reçoivent et qui aujourd'hui ont un lien avec Arte. C'est un effort qu'on a commencé il y a plusieurs années. Il se déploie d'année en année et cette année, on espère aussi qu'à l'occasion des élections européennes, on va franchir un cap. Voilà en quelques mots. Merci beaucoup Bruno. Merci à tous d'être là et on se retrouve tout à l'heure. Merci. À tout à l'heure pour la conclusion. Et en principe, c'est le moment où Boris Razon, le directeur éditorial d'Arte France, me rejoint. Mais le voici. Salut Boris. Je te laisse t'installer à ton pupitre. Et cette année, tu avais très envie de commencer par nous parler de la fiction et des séries. Absolument. Merci Émilie. Bonjour à tous. On est là pour vous présenter nos programmes de cette rentrée et je dois dire qu'on est très fiers de ce qu'on va vous montrer. Pourquoi commencer par la fiction ? En fait, parce qu'on avait envie aussi
de placer cette rentrée sous le signe du plaisir, parce que la fiction, la série, c'est une manière de transcender le réel et de le rendre parfois supportable. Et Dieu sait qu'en ce moment, il est difficile quand même. Et la série chez Arte, elle se caractérise par plusieurs choses. D'abord, son caractère européen et international. On a des séries qui viennent de tous les horizons, dans tous les genres, avec des auteurs et des styles très différents. Ce qui la caractérise, la série chez Arte et la fiction, c'est une liberté sans bornes et aussi un peu le sens de la dérision. En fait, nos séries, elles sont là pour représenter un espace créatif et une alternative. On veut montrer des séries que personne n'attend, qui nous surprennent autant qu'elles vous surprennent, qui détonnent et qui offrent finalement aux habitués des plateformes ou de la télévision quelque chose d'absolument singulier. J'espère que ça se voit et on regarde tout de suite des images. T'imagines qu'il y a des gars de chez nous qui ont planqué de la carne dans la caisse de ton fils? Il y a des gars que je dérange ici. De grâce, pardonnez-moi. Pardonnez-leur. Le mal est le mal. C'est ce monde, cette ville peut-être. Glaubst du, die gibt's wirklich, die Wächterin der Berge? Ist gut möglich. In dem Buch steht, dass sie die Menschen bestraft, die den Berg zerstören. Die tote Frau liegt ganz allein oben auf dem Berg und friert. Alma, komm zurück! Dort unten liegt sie. Ihr ermittelt Mordfall Marianne Wild. Sie ist also wirklich ermordet worden. Glauben Sie, dass es jemand aus dem Dorf war? Mein Beruf glaubt man nicht. Marianne ist getötet worden, weil sie den Mutstern beschützt hat. Sie ist die Wächterin der Berge. Jetzt müssen wir den Berg beschützen, Mama. Wo bist du? On lui fait peur pour voir s'il vole. Le père élève seul sa fille. C'est notre idiot du village à nous. Je veux pas, je rentre à la maison. Tu dois aller à l'école. Tu veux rester bête toute ta vie? C'est grave d'être bête. Oui, c'est très grave. Tu sais pas lire? Ça fait 3 semaines qu'elle vient plus en classe. Tu es institutrice, pas assistante sociale. Vous savez pourquoi vous êtes ici? Quelle est la chose que tu préfères au monde? Manger du chamallow dans la montagne avec papa. Vi har fundet en lastbil med 19 døde. Hvem har gjort det her? Det var fandme ikke andet end store børn. Det her er jo et marked. En slags blå avisforgang. This is just getting too weird. This has got to stop. I want you to stay away from Hanya. She's my daughter. Human trafficking. In Denmark. They're one of the hardest criminal enterprises to crack. Hvis der sker noget, så kommer jeg til at holde dig personligt ansvarlig. Hører du, hvad jeg siger? Bonjour. Bonjour, mademoiselle. C'est pourquoi? C'est pour porter plainte. Vous vous rendez compte quand même qu'il est ministre depuis quelques jours seulement et qu'il a été maire de la ville pendant 15 ans? Bah oui, je sais. On vous écoute. Il y avait mon père qui m'aidait un peu pour l'argent, mais il était champion de boxe. Il a un peu tout perdu, c'est le chauffeur perso du maire. Ma fille Laura, elle a fait une demande d'hébergement à la mairie. Alors je me suis dit que peut-être, en passant par vous... Bah tu vois, j'ai tenu ma promesse. Vous étiez habillé comment? Vous auriez pas pu porter plainte en ce moment-là? Pourquoi vous n'avez pas résisté? Bah j'étais plus là. Vous savez pourquoi elle est beaucoup plus difficile, la deuxième? Parce qu'au fond, on sait très bien que dans cette fois-là, il y aura toutes les suivantes. J'étais la fille qu'on appelle. Les gendarmes ont retrouvé une oreille coupée. Et ça vous intéresse pourquoi?
Pas parce que j'écris des romans policiers. Je suis une grande admiratrice de vos livres. Un moine devait me révéler un grand secret, mais il est mort... Un secret comme celui que votre mère... Je vois pas le rapport avec ma mère. Une petite voix dans ma tête me disait de rester quelques jours de plus ici. Je veux vous aider en faisant équipe avec vous. Si je cherchais un coéquipier, vous seriez le dernier sur ma liste. Un assassin qui transforme les gens qu'il a tués en tableau, c'est... L'art de poétiser la mort. Rousseau, l'écrivain dont je t'ai parlé, c'est Roland da Vinci Code. Ce type d'assassin qui se donne du mal pour faire une mise en scène a forcément un message à faire passer. C'est le principe avec les serial killers. כשארי פגש את סלי, 12 שנים עוברות עד שהם מתאהבים. ורק אז הם הופכים להיות זוג. אני בת 35, אין לי עכשיו 12 שנה. אפשר בלאדי מרי בחינם? ימי שלישי, בלאדי מורי. ימי. למה אתה לא רוצה לגור איתי? אני לא טוב בזה. פרידה זה כואב, פרידה זה עצוב, אבל זאת הדרך היחידה להגשים את החלום. מה החלום? נו, אתה יודע איך זה. כשאין חבר, עדיף לעבוד ביום הולדת כדי לא להיכנס לדיכאון. איתמר, מה אתה עושה פה? אני האבא. את תקועה. את תקועה. את תקועה. את תקועה. את תקועה. את תקועה. את. Bonjour Marie, vous allez bien? Oui, oui. Et vous, Monsieur le Président? Vous avez fait tout ce que vous pouviez dans l'humanitaire. Il est temps d'agir à un autre niveau, en tant que nouvelle ministre des Affaires étrangères. Pardon? Des touristes français ont été pris en otage au Sahel. Ils sont maintenant détenus là. Bref, c'est la grosse merde. Je prends. On va négocier. Rien ne doit filtrer hors de cette pièce qu'on ne sache même pas entre nous qu'on sait. Terroriste, c'est un métier. Si vous les voulez tous, c'est 15 millions. Je veux bien descendre à 12. Il commence à faire chier ces otages. Vous êtes en haut des recherches Google avec comme mot-clé associé connasse, Mère Teresa alcoolique. Je suis la ministre, j'assume. C'est génial. Comme tu veux. Bonjour Léa Drucker. Bonjour. On a évidemment très envie de découvrir cette série. Donc on va rapidement la résumer. Vous étiez une femme pour qui la vie était relativement tranquille. Vous dirigez une grande ONG qui s'appelait Docteurs sans frontières, aucune ressemblance évidemment avec. Un jour vous recevez un coup de téléphone de la présidence de la République vous proposant de façon un peu impromptue de devenir ministre des Affaires étrangères et vous acceptez. Et j'accepte. Et vous acceptez ce rôle aussi. En sortant des toilettes. Oui, j'accepte ce rôle que j'ai trouvé génial à la lecture des scénarios. En effet, alors elle n'a pas un passif tout à fait tranquille puisqu'elle est dans l'humanitaire, elle vient de l'humanitaire, donc c'est une femme de serein, quand même. Oui, c'est une femme de combat, c'est une femme de terrain, une femme d'action et très intelligente et compétente dans ce qu'elle fait. C'est juste qu'elle se retrouve de façon un peu inconsciente propulsée ministre des Affaires étrangères. Plutôt, oui, je dis vraiment inconscient. Je pense qu'elle est un peu convaincue qu'elle va bien faire parce que c'est une femme qui a du courage et qui est idéaliste. Et puis elle se prend les pieds dans le tapis de son propre ego. Elle est complètement faillible et elle se prend une prise d'otage assez vite quand même. Voilà, quelque chose de très dans sérieux. Le Sahel, là encore toute ressemblance. Voilà, alors c'est ça qui me plaisait dans l'écriture de Charlie Delwart. Bravo Charlie. Ce qui me plaisait beaucoup, c'est c'est de la comédie, c'est une comédie politique, mais avec derrière un terrain qui est quand même très réaliste, qui est pas drôle du tout, mais il fallait trouver, c'était très audacieux, essayer de trouver des enjeux qui soient absolument crédibles et que nous, comédiens et comédiennes, on trouve la justesse et comment dire, et de la profondeur là-dedans. C'est ce que j'aime beaucoup dans les comédies et c'est... Voilà, c'est ce qu'on a essayé de faire. Avec des terroristes qui font remplir des questionnaires de satisfaction aux otages. Voilà, qui ont du mal à joindre l'administration française. Donc il y avait plein de choses qui me faisaient beaucoup rire. Et en même temps, il y a un enjeu derrière, encore une fois, un politique, un contexte géopolitique qui est très sérieux. Ce qui rend, je crois, les personnages humains dans leur volonté d'essayer de régler cette chose-là. Voilà. Vous êtes sentie tout de suite à l'aise dans ce rôle, dans cet univers qui n'est pas du tout le vôtre? Non, j'étais pas si à l'aise que ça, en fait, parce que et c'était très bien de pouvoir l'intégrer dans le parcours de ce personnage, c'est qu'elle vient d'ailleurs. Ouais. Et en fait, elle arrive dans ce ministère où ses costumes ne sont pas appropriés à la fonction. Elle n'est pas à l'aise dans cet univers, mais elle va faire avec ses propres moyens. Et moi, comédienne,
Vous savez, les comédies, je trouve que c'est parfois plus difficile à faire que les drames. Et ça a été le cas? Vous avez trouvé ça plus difficile? Oui, j'ai trouvé ça. Oui, j'ai trouvé que c'était difficile. Et comme je l'avais expliqué à l'équipe, mon affolement personnel, il est dans le personnage, parce que il y avait des. C'est les contextes de tournage de la série. C'est très dense, c'est très rapide, c'est très écrit. Charlie, il a une écriture très très précise, très fine. Donc il fallait qu'on soit. Puis ils sont dans l'urgence, ces personnages, tout le temps. Ils sont en train de courir partout. Donc on finit par s'amuser, mais sur le quand on travaille, c'est pas. Après, il y avait Laurent Stocker, Samir Ghesmi, c'est quand même des joyeuseries, et j'ai bien ri, mais en même temps, on peut pas rire trop longtemps non plus. Faut terminer la journée. Très solide, très sérieux sur le plan géopolitique, et en même temps, on rit infiniment. Merci beaucoup, Léa Drucker, d'être venue nous en parler ce matin. Ça s'appelle donc Sous contrôle et c'est à découvrir très bientôt sur Arte. Et c'est l'heure d'accueillir la nouvelle directrice des programmes d'Arte, Ingrid Libercier, qui doit me rejoindre en principe dès à présent. Bonjour Ingrid. Alors Ingrid qu'on connaissait déjà très très bien dans cette maison, je suis en train de perdre mon casque de Madonna, et qu'on retrouve aujourd'hui avec une nouvelle casquette. Merci Émilie. Effectivement, c'est ma première entrée en tant que directrice des programmes et très fière de rejoindre les équipes à Strasbourg. Je considère que par les programmes, nous voulons toucher tous les publics, toutes les générations confondues. Et l'objectif, en tout cas pour moi et pour les équipes, c'est de permettre de l'échange et le partage. Je vais dire quelque chose peut-être d'un peu, j'espère que c'est trop... Mais j'ose considérer, en tout cas c'est mon sentiment personnel, que le public est comme un membre de ma famille et que je n'ai pas envie de les décevoir. Et donc j'ai un objectif, c'est d'éviter les fausses notes, c'est une exigence de chaque instant. Et cette exigence, les valeurs européennes que nous partageons sont dans le cœur de tous les salariés, de tous les producteurs partenaires, de tous les talents. Et tous ceux qui travaillent avec nous partagent ces valeurs, les valeurs européennes pour cette chaîne, cette plateforme franco-allemande et européenne. Et Ingrid, vous voulez nous parler d'abord des programmes, je crois, sciences et découvertes, avec bien sûr l'urgence climatique qui est très présente dans nos contenus cette rentrée. Oui, absolument. Donc, on va vous proposer, on va découvrir les programmes qui nous permettent de nous reconnecter à la beauté du monde, nous invitent à prendre soin de notre planète et nous sensibiliser aux grands enjeux scientifiques. Et je vous invite à... Merci Ingrid, on regarde. La tour Eiffel est avant tout une dame de fer. Conçue par un ingénieur, elle s'imposa comme la plus haute du monde, avec un matériau inédit pour un bâtiment de prestige. Le fer est souple, il peut se travailler. L'histoire aurait pu être différente. En lieu et place de la tour de fer, pourrait se dresser aujourd'hui une tour en pierre, la colonne Soleil. L'idée sera longtemps un projet très sérieux, porté par un architecte de renom, Jules Bourdet. La lutte fut rude. La tour de 1000 pieds est devenue un enjeu politique. Il s'agit d'en mettre plein la vue aux autres pays et surtout aux monarchies. Le fer contre la pierre, l'industrie contre les beaux-arts, le progrès contre la tradition. Le duel Bourdet-Eiffel est au cœur d'une course au gigantisme. Dans les recoins et les interstices des paysages, il est des créatures affublées par les humains de croyances parfois bienfaisantes. Le plus souvent, maléfiques. Cette déesse tisseuse, notamment, aux ingénieuses dentelles de soie qui effarouchent, assurément. Cette reine de la voltige encore, dont le chant agace, et le physique répugne. Et cette rondelette à la carrosserie et la patine parfaite. Adulée quand elle est adulte, Oni quand elle n'est encore que larve.
the early history of the Near East has its beginnings in southern Mesopotamia. فننظر لها بس بمسافة بعيدة، فكأنا كعراقي أروح أشوفها مجرد أشوفها من بعيد. Il y a des merveilles à révéler au public. C'est un patrimoine qui a une résonance sur le plan mondial. Pour les Mésopotamiens, les villes font partie des éléments constitutifs de la civilisation. Just like a phoenix rising from the ashes, we have Syrian archaeology coming back. We started bumping into each other at the copy machine. I was brand new to Penn. I knew nothing about her. He told me that he will develop a vaccine against HIV. She boasted about her RNA, how she could give RNA to anything, and asked me if I wanted to try RNA. He said that, oh, it would be great if he would try out. It's like the Reese's commercial of chocolate and peanut butter who met, and it was a perfect match. Você queima, 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 você vai matando todo. Je pleure mes bois, je pleure ma nature, je pleure ma forêt. Man protaplo diwai, nanti wai protaplo. Everything plays a role in this world, and it's up to us to keep it safe. Энэс удаад өнөөдөр Монголын дэлхийн бөмбөрчгийн даяар зочны асуудал нь хүн хүний сэтгэл зовоос асуудал. Now we're gonna bring all that back, because you're strong when you're all together. Voilà, Gardien de la forêt, et c'est vous la productrice de cette série documentaire, Muriel Barra. Merci beaucoup d'être avec nous. Je crois que ce projet, il va bien au-delà d'une série documentaire, puisqu'il y a aussi toute une campagne qui est organisée autour. Vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, Émilie. Alors cette campagne, oui, effectivement, il y a une campagne d'impact en fait qui va être menée autour de cette collection documentaire. Alors rapidement, c'est quoi une campagne d'impact ? C'est quoi une campagne d'impact ? Alors rapidement, je dirais que personnellement, et puis pour toute l'équipe d'Arte qui nous accompagne sur ce projet, la campagne d'impact, c'est de l'aboutissement d'un long cheminement qu'ont dû vivre un grand nombre de producteurs comme moi et de responsables de documentaires en lien avec l'environnement, comme toute l'équipe éditoriale d'Arte. Des documentaires qui, depuis des années, témoignent d'une inquiétante dégradation du monde, car une fois que l'on sait, que l'on a profondément conscience de ce qui est dit dans les films documentaires que nous produisons tous les jours, depuis des décennies, on se dit que faire progresser le savoir et la connaissance des téléspectateurs est bien évidemment quelque chose de formidable, mais qui ne suffit plus. Et qu'il en va aujourd'hui de notre responsabilité de médias, de s'engager au-delà et de prendre activement part à la mobilisation pour l'avènement d'un monde plus juste et plus respectueux du vivant. Alors, pour revenir au sujet des forêts, bon sang que j'écris mal, je prie de m'en excuser. Sans entrer dans les chiffres, c'est, comme nous l'avons signalé tout à l'heure, Arte est chaîne européenne. C'est conscient aussi de la participation de l'Europe à ce que l'on nomme aujourd'hui la déforestation importée. En deux mots, la déforestation importée, la résultante d'un mode de consommation qui fait que, peut-être si nous ne le savons pas, globalement, tous les jours, il y a quand même un peu des chances que notre beefsteak, notre soja, notre beefsteak végétarien, nos cafés, peut-être participent à cette déforestation importée. Eh bien, aujourd'hui, Arte et la Tosensu Productions ont décidé de s'appuyer sur la série des Gardiens de la forêt pour tenter de faire bouger les lignes. Alors, je dirais qu'un moment historique où se joue, comme on l'a rappelé aussi, Bruno l'a rappelé tout à l'heure, à Bruxelles, des décisions clés pour l'avenir des forêts à Bruxelles. Cette campagne d'impact, qui est une sorte de boîte à outils d'action, la première du nom pour Arte et la Tosensu, s'est donné pour mission de s'inviter et de peser dans le débat à plusieurs niveaux.
Alors d'abord au niveau politique, parce qu'encore une fois, c'est en ce moment-là que se jouent vraiment des décisions en faveur de la protection des forêts. Nous avons pour ambition de diffuser ces films au Parlement et à la Commission européenne à des moments clés de prise de décision et si possible en présence des gardiens de la forêt que nous avons vus. Nous serons présents aussi à un niveau économique lors d'événements durant lesquels nous créerons des ateliers de discussion et d'échange d'expériences entre acteurs économiques respectueux. Et enfin, au niveau du grand public, bien sûr, et aussi du public scolaire, que nous rencontrerons de différentes manières, et notamment, alors je vous l'annonce aujourd'hui, pour une occasion assez exceptionnelle, qui sera la venue des 5 gardiens de la forêt, donc tous issus de 5 forêts primaires différentes sur 5 continents, qui seront ici réunis en France pour nous délivrer ensemble un message d'urgence pour la préservation de notre premier poumon de la planète. Et je terminerai juste pour dire que cette campagne d'impact première du nom pour Arte, je remercie sincèrement du fond du cœur toute l'équipe éditoriale qui m'accompagne dans ce projet, aussi l'équipe d'Arte Édition avec qui travaille en coédition avec Le Seuil. Nous allons aussi éditer un livre. C'est une grande première. Je pense qu'elle témoigne de la nécessité d'implication et d'engagement des médias. Et je sais qu'après cette campagne, il y en aura d'autres pour Arte et que vous ouvrez la voie pour d'autres chaînes qui suivront ce mouvement-là. Et j'en suis très fière. Alors merci beaucoup. C'est une collaboration très heureuse. Merci beaucoup. Merci beaucoup Muriel Barra, les gardiens de la forêt, 5 leaders charismatiques au cœur de 5 forêts primaires dans le monde et cette campagne d'impact autour. Ingrid, je crois que c'est le moment de nous parler de la tranche 19-21 et bien sûr aussi, dans son cœur, le journal, le JT d'Arte, le journal international, unique en son genre et que le monde entier nous envie. Absolument. Notre objectif principal avec cette tranche 19-21, c'est de proposer une information complémentaire et sur des sujets européens, bien sûr, et grâce à la richesse d'une rédaction binationale. Mais j'invite surtout Renée Kaplan, la nouvelle directrice de l'information, à nous rejoindre. Et puis on lance les... Et on va regarder des images. Exactement. C'est quand même toujours bien quand on parle de télévision. Merci Ingrid. En principe, Renée Kaplan est en train de nous rejoindre, la nouvelle directrice de l'information d'Arte. Et on regarde d'abord quelques images. Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti. La Turquie pourra-t-elle un jour entrer dans l'Union européenne? Les obstacles sont nombreux. D'abord, la question des droits de l'homme. Climat, inflation ou contre-culture, ces questions qui agitent l'Europe vous parlent, vous concernent et vous avez vraiment envie de comprendre. Arte Europe l'hebdo, en français, in English, auf Deutsch, en espagnol. Le pire qui puisse arriver à quelqu'un en temps de guerre, c'est de perdre son optimisme. Je pense qu'on est nombreux à avoir plus ou moins les mêmes problèmes et qu'on devrait réagir collectivement. La sororité est un mot dont nous parlons beaucoup. Il nous tient à cœur parce qu'il incarne la solidarité des unes envers les autres. Bonjour Renée, bienvenue. Bonjour, bienvenue merci. à Arte, nouvelle directrice de l'information. Ça veut dire que vous allez passer l'essentiel de votre temps à Strasbourg, à la tête de cette formidable équipe qui est la rédaction d'Arte Strasbourg et dans un moment très particulier, très important pour nous, Arte, chaîne européenne, les élections européennes de 2024. Absolument, merci. Et merci pour l'accueil chez Arte. Généralement, je me réjouis de rejoindre cette chaîne. C'est un honneur, c'est aussi un bonheur personnel parce que je reviens de l'étranger en France, au service public, à sa mission. Et d'ailleurs, comme vous le disiez, Émilie, c'est la mission d'Arte et son information qui n'a peut-être jamais été plus pertinente ou plus importante. L'information d'Arte, c'est avant tout une information européenne qui, vraiment, sa vision est mondiale, son regard est voué vers l'extérieur. Au sens large, c'est un regard, une approche qui éclaire, qui donne du sens. Ce n'est pas l'actualité du temps chaud ou court, mais vraiment du temps réfléchi. Et l'information d'Arte est attendue justement sur ça, sur sa qualité, sa fiabilité. Et cette année, je crois qu'elle est plus vitale que jamais. La polarisation croissante de l'Europe, la montée en puissance d'une extrême droite,
le réchauffement climatique après un été meurtrier qu'on a tous vécu, la guerre en Ukraine, son impact géopolitique et humain encore croissant, les problématiques de migration toujours plus complexes. Bref, les enjeux de ces élections sont primordiales et elles seront vraiment un des axes majeurs de notre couverture cette année. Nous prévoyons une programmation qui sera particulièrement diversifiée. Ingrid en parlait, Bruno aussi. Ces formats, ces plateformes de diffusion, animant et linéaire et le numérique, à la recherche de tous ces différents publics qui sont sur ces différentes plateformes. On prévoit comme un élément phare une nouvelle émission qui sera bien sûr à retrouver sur nos chaînes en français et en allemand, mais aussi, comme l'évoquait Bruno, dans d'autres langues et d'autres déclinaisons sur tous les canaux, les réseaux sociaux, le web. Mais pour résumer quelque chose aussi déjà évoqué ce matin, le défi majeur vraiment de ce projet est en fait vraiment le même que le défi global de la mission de l'information d'Arte. Et c'est vraiment de maintenir et nourrir voilà, cette confiance, la confiance du public. Et c'est vraiment sur ça qu'on va miser. Eh bien, bienvenue. Merci beaucoup, Renée Kaplan, nouvelle directrice de l'information d'Arte. De nouveaux visages, de femmes désormais aussi à la direction d'Arte. Et Ingrid, la nouvelle directrice des programmes. Encore des femmes qui vont me rejoindre maintenant à mes côtés. Sonia De Villers pour le dessous des images. Elisabeth Quint pour 28 minutes. Et quand même un homme, Jean-Mathieu Pernin. Charlie et les drôles de dames. Hello. Bonjour les camarades du 19-21. Installez-vous confortablement. Prenez des micros qui ne tombent pas, les vôtres. Merci. Jean-Mathieu, maintenant tu vas un peu travailler. C'est à moi ? Ouais, moi je me repose. Tu sais que normalement j'étais beaucoup plus tard. Hein, oui, mais D'accord. Vas-y. D'accord, très bien. C'est à toi de jouer. Bien, bonjour à vous tous. Vous êtes très nombreux, en fait, beaucoup plus que quand on est en bas. Et bien voilà, donc alors le 19-21, donc c'est une tranche, on va dire qu'on a ouverte, si on peut dire ça comme ça, hein, ouverte. En effet, c'était en avril dernier. Et l'idée, c'était de réunir un peu tous les magazines d'information du soir sur Arte et de créer du lien autour. Alors, non pas que ces programmes étaient froids, bien au-delà de ça, mais c'est-à-dire que comme ils prennent beaucoup de recul, l'idée aussi, c'était d'apporter une information, alors je vais prendre une métaphore un peu rugbystique, hein, c'est le contexte, un peu plus frontale, on va dire, directement du jour, que l'on enregistre également le jour même, et comme ça, eh bien, ça nous fait un lien, ça nous fait une sorte d'actualité vue autrement, pendant toutes ces 2 heures, entre 19h et 21h. Alors j'ai cette chance de pouvoir l'animer tous les jours, avec des programmes extraordinaires, et notamment, alors moi je commence, mais oui, mais si, il faut le dire, Elisabeth. Donc en commençant donc, cette tranche à 18h50 exactement, car c'est toute la subtilité en fait, du 19-21 qui commence à 18h50. Mais vous savez, sur Arte, comme on a déjà une émission qui s'appelle 28 minutes, qui fait plus de 28 minutes, hein, vous savez, voilà, on est déjà habitué à ça. Donc 18h50, ensuite il y a Arte Regard, qui est le reportage sur le quotidien des Européens, sur les grandes thématiques eh bien, véritablement traversées par l'actualité. Et puis ensuite, à 19h30, arrive aussi, comme ça je ne suis pas seul à être nouveau, hein, en même temps sur cette chaîne, et notamment entre 19h et 21h, arrive donc toi, Sonia, avec le dessous des images. Et alors, si je te demandais de décrire, alors justement comme Bruno Patino, en 3 mots. En 3 mots ? Bah oui, forcément, puisque c'est un peu le défi depuis ce matin. Depuis ce matin. Bah, écoutez, le dessous des images, c'est... comment dire ? Moi, j'ai rejoint cette équipe, on a constitué cette équipe il y a 1 an. C'est un bonheur quotidien, c'est un exercice absolument génial. On évalue en gros à une dizaine de milliers d'images qui traversent nos rétines tous les jours. Et nous, tous les jours, on s'oblige à les voir, à les regarder. Et je vous conseille de faire l'exercice, c'est insensé. C'est-à-dire que quand c'est Antoine Arnaud, Aurore Berger au siège des Restos du Cœur, image. Retour des Rolling Stones, image. Bombardement en Ukraine d'un marché en pleine journée, image. Coupe du monde de rugby, machine à image. Beyoncé en balmain sur la scène de Houston, machine, remachine à image. Donc voilà ce à quoi on s'adonne tous les jours. Depuis le mois d'avril, vous avez vu dans le dessous des images extrêmement violentes, parfois, des images déchirantes, vous avez vu des images hilarantes, vous avez vu des images pétillantes issues de la pop culture ou au contraire issues de toute forme d'art. On en a choisi une pour vous aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai choisi cette image. C'est parce que c'est typiquement une image que vous avez déjà vue 2000 fois chacun et que vous n'avez jamais regardée. C'est une
image neutre, c'est une image intemporelle, c'est une image qui a été shootée par un confrère de l'AFP en 2012 dans une école à Béthune et qui depuis a été utilisée chaque année par une soixantaine de médias aussi différentes que La Dépêche, Le Dauphiné Libéré, Le Figaro, Le Monde, l'Obs, l'Express, Le Point. Tout le monde a utilisé cette image qu'on appelle un marronnier aujourd'hui pour illustrer la rentrée des classes sous tous ses angles. Et c'est ça aussi le dessous des images, c'est de s'arrêter et de regarder une image qu'en fait on ne regarde même plus. Comme à Pâques, les images de Pâques, on ne les regarde plus. Comme les images de bouchons dans la presse au mois d'août, on ne les regarde plus. Comme les images de sapin de Noël le 25 décembre, on ne les regarde plus. On ne la regarde plus. Et pourtant, elle dit beaucoup de choses, cette image. Elle dit, au fond, une forme de nostalgie presque inconsciente, hein, d'une image d'une école qui puise ses codes dans celle de la Troisième République, une école assez passéiste, qui ressemble assez peu en réalité à ce qui se passe dans les classes aujourd'hui. Mais voilà, ces deux petites couettes blondes, ce tableau, cette écriture attachée, voilà ce qu'on s'est appliqué à regarder. S'appliquer à regarder, je peux vous dire, c'est un exercice formidable. Voilà, donc c'est le dessous des images. Ouais. Hein, voilà, et maintenant, moi, je comprends bien. Alors, Elisabeth, je vais arriver dans un instant, mais juste avant, tu sais qu'il se passe quelque chose en 28 minutes. Mais je sais. Il y a déjà Arte Journal dont on a parlé, et donc après, arrive cette émission 28 minutes. C'est la combienième saison d'ailleurs là? Alors, c'est la 12e saison. Ah oui. Cher Jean-Mathieu, 12e saison de cette émission, ce magazine culturel et de débat. Et nous l'abordons, cette 12e saison, avec oui, j'ai mes fiches, histoire que ce soit bien identifié, avec un enthousiasme et une ardeur absolument intacte. Donc, juste rappeler très rapidement les fondamentaux de l'émission, qui sont absolument en osmose avec ceux de la chaîne, évidemment. L'Europe, l'international, la culture. Et lorsque nous envisageons et lorsque nous abordons la culture, nous ne le faisons évidemment pas de manière promotionnelle, sonnante et trébuchante. Les fondamentaux de l'émission de 28 minutes, c'est aussi, on pourrait dire, une éthique, osons le mot, un journalisme qui objecte dans le cadre des débats et non pas des opinions qui s'étalent. Parler à tous les spectateurs, à tous les téléspectateurs, quel que soit leur âge, tout en faisant très attention à ne pas niveler par le bas ou par le gras, si je puis dire. Parler français aussi, éviter le globish qui nous envahit tous et qui nous rend fous. Ça, c'est une préoccupation qui nous est très chère, à Renaud Dely, à moi-même et à toute l'équipe. Et à propos d'équipe, eh bien, écoutez, je voudrais quand même rappeler que 28 minutes, le week-end avec Renaud Dely, le brillant, spirituel et pétillant Renaud Dely qui est là, et la semaine, c'est l'œuvre d'un collectif. C'est un collectif qui est devant et qui est derrière l'image, un collectif extraordinairement soudé, sous d'ailleurs la direction d'une directrice de production qui s'appelle Sandrine Ben et qui est là aussi et que je salue, avec des personnalités, que ce soit devant ou derrière la caméra, qui sont pour certaines atypiques, pour toutes merveilleusement singulières, une collaboration sans faille depuis 12 ans, des personnalités singulières. Écoutez, pensez à Benoît Forgeard, à Coco, à Thibaut Nolte, j'ai failli l'appeler Nick Nolte, non c'est Thibaut Nolte, Gaël Legras, Benjamin Sportouche, le barde postillonnant, Claude Askolovitch, Marie Bonisseau qui vient de nous rejoindre, car il y a des nouveautés. Il y a 3 nouvelles femmes qui nous rejoignent. Il y a Madame Brochard de la chaîne parlementaire qui rejoint l'émission pour le week-end. Il y a Anand Ndiaye du lundi au jeudi et il y a Marie Bonisseau, je viens de la citer. Et puis je voudrais faire une toute petite incise un peu plus personnelle. Elle ne concerne pas Renaud Dely, c'est un gamin, c'est un enfant. Elle me concerne. Vous savez qu'Arte est une chaîne extraordinaire, à nul autre pareil, rock'n'roll, pionnière, cultivée, ouverte, spirituelle. Et quand je dis pionnière, c'est pionnière sur un certain nombre de domaines, y compris la visibilité des filles, des femmes de plus de 50, de plus de 55, de plus de 60 ans, les quasi-vioques, comme dirait Laura Adler. Alors voilà, il se trouve que j'ai 60 ans, j'ai le poil blanc, et je suis pourtant la femme tronc, jubilante, du lundi au jeudi, de 28 minutes. Je ne suis pas sûre que ça aurait été possible sur une autre chaîne. Sur Arte, ça n'a même pas été une question, et ça n'est même pas une question. Panache absolu, confiance absolue. Donc je remercie ici, une fois de plus, les dirigeants, Bruno Patino, Boris Razon, Fabrice Puchot et les autres. Merci. Et rendez-vous ce soir à 20h05.
C'est bien. Mais oui, pareil. Voilà, on va essayer maintenant, tu sais. Voilà. Et donc, bien sûr, le 19-21, donc après 28 minutes, eh bien, on revient, bien sûr, à l'antenne. Et alors, c'est avec toi, Émilie, parce que tu n'es pas seulement aussi maître de cérémonie dans la vie, aussi. Tu es aussi... Bruno Patino, vous avez du travail une fois par an. Exactement. Donc, le dessous des cartes, c'est donc à 20h50. Oui. Donc, un rendez-vous. Voilà, mythique, hein, presque aussi d'Arte, on peut dire ça. Bah oui, parce je ne sais pas si c'est un rendez-vous mythique. Oui. Ah bah si, parce que ça fait quand même longtemps. Donc alors ça fait très longtemps, et il faut toujours rappeler que c'est Jean-Christophe Victor qui l'a créé à la fin du XXe siècle, que c'est en effet presque le synonyme du mot géopolitique sur l'antenne d'Arte, c'est-à-dire la géopolitique pour tous, la géopolitique pour le plus grand nombre. Et puis après, c'est vrai que Bruno Patino a eu précisément envie de me donner un peu plus de travail un peu tout au long de l'année, donc aussi plus sérieusement parce qu'on a vécu de grandes crises internationales. Le Covid, qui a été une expérience grandeur nature de nos interdépendances, du fait que nous appartenons tous au village global, c'est-à-dire la prise de conscience qu'on est quand même un tout petit peu obligé de regarder ce qui se passe à Wuhan pour comprendre ce qui se passe ensuite dans nos vies quotidiennes. Donc à ce moment-là, la direction éditoriale d'Arte a décidé de créer des grands entretiens pour le numérique, une fois par semaine. Ça s'appelle une leçon de géopolitique. Et puis il y a eu la guerre en Ukraine, une autre expérience grandeur nature de nos interdépendances, une envie de s'ouvrir au monde et de comprendre ce monde. Et donc là, on m'a demandé de proposer une déclinaison quotidienne du dessous des cartes, à un horaire stratégique, puisqu'on est en tout cas, on peut vraiment dire que c'est de la contre-programmation, puisqu'au moment où il y a ce bulletin quotidien du dessous des cartes, sur les autres chaînes, on voit plutôt de la publicité ou c'est l'heure de la météo. Voilà. C'est vrai. Et donc nous, en 3 minutes, on essaye d'expliquer simplement des phénomènes d'actualité qui sont souvent très complexes. Ce soir, par exemple, tout ce que vous avez toujours rêvé de savoir sur le G20, mais par les cartes, tout devient très clair. En fait, c'est le meilleur outil qui existe pour donner à voir et à comprendre de façon absolument limpide. Et puis, c'est vrai qu'on a rencontré notre public, à la fois à l'antenne et sur le numérique. Ce qui nous fait très plaisir, par exemple, c'est notre chaîne YouTube. On est en train de s'approcher du cap des 700 000 abonnés. Ça commence à faire beaucoup de monde. C'est des gens jeunes. D'abord, c'était des étudiants, et puis aujourd'hui, c'est des lycéens, et parfois aussi, ce sont des collégiens. Pourquoi des lycéens? Parce que désormais, la géopolitique, c'est une discipline, c'est l'une des spécialités du baccalauréat, et qu'en seulement 3 ou 4 années, c'est devenu une spécialité au bac que les lycéens choisissent davantage que la SVT. Alors pour tous ceux qui sont nés au XXe siècle, ça veut dire sciences naturelles. Ça veut dire, mais ça raconte vraiment quelque chose de l'époque. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a plus de lycéens qui imaginent des études qui vont les plonger dans une atmosphère internationale que des lycéens qui ont envie, par exemple, de faire médecine. On peut en tirer plein d'enseignements. En tout cas, c'est très signifiant sur notre époque. Enfin, c'est vrai qu'on est dans un moment où on est envahi par les cartes, parce que c'est le retour de la guerre, mais c'est le retour de la carte à la une de l'information. Et j'allais dire, c'est le retour de la carte pour nos amis les dictateurs. Vous avez peut-être suivi l'actualité d'il y a 2 jours, avec la publication de l'édition 2023 de la nouvelle carte de la Chine, qui très tranquillement, par une simple carte, par une carte abondamment diffusée sur tous les outils numériques de Pékin, nous montre une carte où des territoires indiens sont très tranquillement annexés, la Nourachar Pradesh ou l'Aksai Chin, où une petite île russe, l'île Bolchoï, est également annexée, et puis bien sûr les Spratleys, les Paracels en mer de Chine méridionale. Donc on est obligé, en 2023, au XXIe siècle, de s'intéresser aux cartes. Et c'est tous les soirs à 20h45. Voilà, vous venez de voir en direct comment ça se fabrique, en tout cas. Voilà, le dessous des cartes. Donc le dessous des cartes, 28 minutes, le dessous des images, Arte Regard, et le journal d'Arte. Ce sont les 5 rendez-vous du 19-21, plus de l'info. Ça commence à 18h50, donc il va falloir qu'on y aille, parce que non, il va falloir écrire l'émission de ce soir. Allez au boulot. Voilà. Et donc, Émilie, à toi pour la suite. Moi, j'ai rien à faire. Merci, Boba. Voilà, c'est pour ça. Merci, les camarades. Merci beaucoup. Sonia De Villers, Elisabeth Quint et Jean-Mathieu Pernin, le Charlie des drôles de dames, les camarades du 19-21. Boris Razon, toujours là, avec nous. Et vous allez maintenant nous parler des grands documentaires de la rentrée. Oui. Non, c'est ça? Si, absolument. Tu as l'air surpris. Non, pas du tout. Je suis très fier et très heureux de vous écouter. Et c'est l'occasion quand même de voir et de se sentir combien derrière les émissions et les programmes d'Arte, il y a un collectif qui a un sens profond de sa responsabilité dans un monde qui est quand même d'une violence extrême. Il y a 1 an, on sortait une étude qui est pour nous importante avec la Fondation Jean Jaurès sur la fatigue informationnelle, sur la difficulté désormais à faire face
à ce monde, aux messages anxiogènes liés au climat, à cette réalité qui est trop difficile à affronter. Et pour nous, les documentaires, le récit, la narration sur le monde, c'est une manière de nous y confronter et de tenter de trouver une place pour les citoyens, pour nos spectateurs, parce que effectivement, on n'a pas peur de raconter la violence du monde, on n'a pas peur de raconter le retour de la guerre, les crimes de guerre en Ukraine, de parler des tensions géopolitiques, en fait, de montrer le monde comme il est, c'est-à-dire dans un état limite. Mais nous ne renonçons pas, pour autant, à la complexité, ni à la sensibilité, ni à l'idée de le rendre intelligible. Et intelligible pour une seule raison. Donner à comprendre, c'est permettre aux gens d'agir et de se trouver une place. Et aujourd'hui, dans un contexte géopolitique et dans un affrontement politique à venir en Europe, entre deux visions très très différentes du monde et d'une certaine manière entre le retour d'une vision illibérale du monde et la sensibilité démocrate qui a constitué l'histoire du XXe siècle, l'histoire du deuxième XXe siècle, on pourrait dire, il nous semble que c'est essentiel et c'est à ça qu'on s'attache chaque jour à travers nos grands documentaires. Quelques images. On regarde.害怕，因为觉得自己要死嘛。3颗子弹打过来，穿来穿去。那如果未来打过来的，就是那个我刚刚讲的嘛，就是那个他们这群人可能就是在四处破坏台湾军事设施啊。Les triades cherchent à s'implanter sur tous les continents, jusqu'aux mégapoles occidentales qu'elles inondent d'une drogue mortelle. Quelles que soient les puissances qu'elles servent, elles n'ont qu'une seule cause, la leur, et leur soif illimitée d'argent et de pouvoir. Die Maueröffnung war die Maueröffnung, okay, war schon irgendwie super, weil die Möglichkeit, woanders hinzufahren, Dinge zu erleben, war genial, aber mir war völlig klar, dass da der Hammer kommt. Und der Hammer kam. Heute wurden von der Polizei 3 dieser Häuser geräumt. Bonn oder Berlin, die leidige Hauptstadtfrage. Berlin-Antrag 337. Was es heißt, dass eine Stadt von der CDU regiert wird, das war ja was wir als Ostberliner und Ostberlinerinnen noch nicht kannten. Agnès, c'est ta mère, moi j'aimerais bien que tu m'appelles. Rien ne va plus à Nice. Dans cette ville, la guerre des casinos, c'est tout le monde le sait, le roule, contrôlé par le groupe Frattoni, contre le palais de la Méditerranée, géré par Madame Renée Leroux. Madame Leroux a toujours accusé le groupe Frattoni d'avoir manipulé sa propre fille Agnès. Et justement, Agnès Leroux a disparu depuis 1 an. Aujourd'hui, Madame Leroux précise ses accusations. Elle met en cause Maître Agnelet. Je n'ai, moi, en conscience, rien à me reprocher. Je me réserve de pouvoir, plus tard, m'expliquer. Vous pensez qu'il aurait été jusqu'à faire disparaître votre fille pour obtenir cet argent? Moi, je le crois incapable de tout. Il dit tant qu'ils ne retrouvent pas ou tant qu'ils ne savent pas où est le corps, ils ne peuvent rien. Et il rajoute, et c'est ça qui me marque, il dit mais moi je sais où il est le corps. Tu sais où il peut consulter Jamal aujourd'hui? Ah là aujourd'hui il fait tous les services. Pas paniquer, ça dure vraiment quelques microsecondes. Ne paniquez pas, c'est juste que ça bloque le cœur pour essayer de le remettre dans un rythme normal, ok? C'est pourquoi la fumée noire?
Monsieur, on vous rapporte votre repas. Détache-moi. On va vous retirer tout ça. Jamais à la rivoisière. À tout à l'heure. Oui, Jamal. Salut, c'est Romain. Dis-moi, t'es tout seul aujourd'hui? Je suis Corey Angelis Brown et dans ce film, je serai l'Orlando de Virginia Woolf. Quelqu'un m'a demandé un jour, pourquoi n'écris-tu pas ta biographie? J'ai répondu, parce que fucking Virginia Woolf l'a écrite à ma place en 1928. Se laisser transformer par le temps. Devenir non pas seulement un autre, mais d'autres. La première métamorphose révolutionnaire, c'est la poésie. La possibilité d'échanger les noms de toutes les choses. La deuxième et la plus profonde des métamorphoses, c'est l'amour. Nous sommes en train d'échanger les cours de l'histoire. – 24.02.2022 рік. Росія напала на Україну, ми підготували погреб як до укриття. 03.03.2022 рік. Сьогодні я втратив надію на перемогу в війні. Мама, вона хоче, щоб ми поїхали до кордону в безпечне місце. Там Брик приезжает, вы чё, кого нахуй едешь? 2 дня, ебать. Ну там же, говорит, нахуй, да вообще похуй, ебать. Ебать, залп со всех орудий, ебать, и все, нахуй. Просто сравняли с землей, можно сказать, деревню, нахуй. Ну, якби я почав дивитися, і почали мама мені позвонила і казала, що ми ховалися. І якраз, як вона скинула, якраз і почали стріляти, що саме цікаво. Якраз я останній раз її голос почув. Правда, я цього не знав. Crimes de guerre en Ukraine, l'un des temps forts de la rentrée documentaire d'Arte. Votre film Manon Loiseau et Ksenia Bolchakova, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. En fait, c'est assez simple de résumer, je crois, ce que vous avez voulu faire. Raconter la guerre en Ukraine à hauteur de femmes, d'hommes et d'enfants, comme ce petit garçon qu'on voit beaucoup dans le film. Manon. Oui, merci. Merci de nous donner voix pour parler de ce film. On a eu le projet de ce film il y a 1 an et demi. Et en ça, c'est un immense merci à Arte, à Fabrice Puchot, à Rachel Adoul et à l'Agence CAPA de nous avoir donné ce temps long pour raconter et pour faire l'autopsie de la barbarie et du crime. Cette entrée, on voit Timofey qui nous verse jusqu'à aujourd'hui, qu'on a rencontré quelques semaines après le massacre de Boutcha. C'est ces paroles d'enfants, ces paroles de femmes et ces paroles d'hommes qui ont été victimes, qui ont été témoins de l'exécution d'une maman, qui ont ces parents dont les enfants ont été kidnappés en Russie, ces civils qui ont été aussi kidnappés en Russie. On s'est baladé à Irpin, à Boutcha, Borodonka, puis on a beaucoup travaillé dans les zones occupées comme Izium, dans la région de Kharkiv, pour tenter de raconter et de faire l'autopsie de ce crime et aussi raconter le systématisme et la planification de la destruction d'une nation. Ksenia ? Ce qui est important aussi de dire, c'est que ce film, c'est une enquête qui est pas facile à mener, mais dans laquelle on s'est attaché à non pas essayer de trouver des responsabilités individuelles dans tel ou tel crime de guerre qui a été commis, parce que ça fait déjà plus d'1 an et demi que cette guerre dure, mais d'essayer de pointer du doigt la responsabilité d'un État, qui est l'État russe. Plus globalement, cette guerre, c'est pas le fait d'un psychopathe dictateur, Vladimir Poutine, c'est toute une machine étatique qui s'est mise en branle, tout un système. Et ce qu'on essaye de montrer aussi dans ce documentaire, c'est la responsabilité de structures comme le ministère de l'Éducation russe, qui est responsable en partie de l'organisation de la déportation des enfants, du FSB, de toutes les structures de sécurité d'État, du FSIN, qui est l'administration pénitentiaire. C'est-à-dire qu'au-delà de
voilà, toute cette guerre, tous ces crimes de guerre ne sont pas commis seulement par des soldats. C'est toute la machine étatique russe qui est derrière ça, et c'est ça qu'on va essayer de vous montrer. Avec une histoire personnelle que vous avez l'une et l'autre avec cette région du monde. Complètement, parce que je pense que ça nous a toutes les deux rappelé ce qu'on a vu comme méthode appliquée en Tchétchénie, ensuite en Syrie, et c'est ce vertige de la barbarie et de la répétition du crime. Merci infiniment à toutes les deux. Merci à vous. Merci Xenia et Manon. Merci. Merci. Voilà. Dans les temps forts de cette rentrée documentaire d'Arte, Crimes de guerre en Ukraine, et puis tout à l'heure aussi les images de la mafia chinoise à la conquête du monde d'Antoine Vitkin qui est dans la salle, je crois aussi, et tant d'autres. Merci à eux, merci à vous. Boris, c'est ce qui s'appelle Sans transition, puisqu'on va maintenant parler des jeux vidéo. Oui. Bon, ça illustre l'éclectisme dont parlait Bruno, et qui va être un saut un peu abrupt là, mais effectivement, et on s'enorgueillit en réalité de cet éclectisme. Ouais. Arte, c'est ça aussi. C'est ça aussi. On peut passer du documentaire aux jeux vidéo, et depuis 10 ans maintenant, depuis 2013 et Type Rider, Arte produit des jeux vidéo. Et cela tout simplement parce qu'on veut explorer tous les espaces de création, et le jeu vidéo en est un certain, c'est, vous le savez bien, la première industrie culturelle au monde, et dans cet univers aussi, Arte montre sa singularité, mettant en valeur les créateurs, les studios indépendants, pour proposer une alternative au blockbuster du jeu vidéo, et un espace singulier, et aussi une relation au public différente, interactive. Pour nous, c'est essentiel. Ça fait 10 ans qu'on produit du jeu vidéo, mais plus d'une décennie qu'on s'intéresse à ce qui se passe dans l'univers interactif, et j'y reviendrai après. Mais tout de suite, quelques images. On a à notre actif 17 jeux vidéo. Et j'accueille tout de suite Amélie Guinet et David Durieux du studio de la Poule Noire, qui a notamment créé le jeu vidéo To Hell with the Ugly. Alors, on n'est pas tous familiers de l'écosystème des jeux vidéo, c'est notamment mon cas personnel. Est-ce que vous nous racontez ce que vous faites avec Arte sur ce registre-là, la création de jeux vidéo dits d'auteur? Qui veut commencer? Je vais commencer, Allez. si vous voulez. En fait, nous, on avait cœur à travailler avec Arte. On avait envie de travailler avec cette marque qui a un impact culturel vraiment fort, et qui était un peu, on pensait, les seuls qui pouvaient accepter un projet comme le nôtre. Il faut bien comprendre qu'on est une industrie qui est très très jeune, et en 2023, aller proposer l'adaptation d'un roman écrit en 1948 par un romancier mort en 1959, qui l'a écrit sous un pseudonyme, c'était un peu compliqué à vendre à d'autres éditeurs. Boris Vian, en l'occurrence. Et voilà, Boris Vian, pardon, excusez-moi, oui, et on tuera tous les affreux. Et du coup, Arte, bien sûr, ils ont dit, ouais, on va le faire, ça va être chouette. Et du coup, voilà, c'est Arte, ils ont cette ligne éditoriale dans laquelle on ne peut pas placer des jeux, dans lesquels il n'y a pas de case, donc du coup ça apporte une plus grande pluralité, et on pense que ça permettra aussi de briser les dernières barrières avec les autres arts que le nôtre. Donc voilà, et en plus, nous à la Poule Noire, on est une coopérative, on pense que tout ce qu'on fait est assez politique, et travailler avec Arte, le service public, c'était pour nous un acte aussi politique fort. Et voilà, donc qui nous a permis aussi d'assumer ce projet avec une marque d'expérience. Et puis on m'a interdit de dire que c'était super de travailler avec Arte, mais je vais quand même le dire, parce que travailler avec des humains d'Arte qui avaient la même, on va dire, les mêmes idéologies que nous, et ces sensibilités pour assumer ce projet et aller jusqu'au bout de ce truc-là, c'était quelque chose d'important. Mais donc Amélie, on joue à quoi en fait avec vous et avec Arte? On joue avec, pour ce qui est de notre jeu, c'est un jeu narratif point and click. Et avec les jeux d'Arte, en l'occurrence, c'est des jeux ovni, je dirais. Je pense qu'ils accompagnent, ils éditent,
Arte Edit accompagne, promeut des jeux qui sortent des sentiers battus. Ce sont des jeux qui sont en marge des jeux AAA commercial. Et c'est une prise de risque. Mais c'est un pari souvent réussi par Arte. Quand on voit le catalogue avec des jeux comme Californium, How to Say Goodbye, des jeux comme ça. Pour moi, Arte a un rôle de diversifier le paysage de l'industrie vidéoludique. Aussi, c'est une source d'inspiration pour nous créateurs. En fait, c'est un puits de ressources. Pour créer nos jeux vidéo, on a besoin de se référencer. Et Arte parle d'histoire, de société, de culture. Donc, en fait, ça donne tout de suite une autre image aux jeux vidéo. Voilà. Eh bien, merci pour ce mariage fécond donc, entre Arte et l'industrie du jeu vidéo et vous, parce que vous ne faites pas de n'importe quel jeu vidéo. On va essayer, hein, Boris. On essaiera de jouer, promis. Merci beaucoup. Merci. On vous laisse rejoindre la salle. Merci infiniment. Et sans transition, Boris, on continue avec les web créations. Absolument. Et en fait, la présence d'Arte dans le jeu vidéo, c'est aussi le fruit d'une politique et d'une stratégie délibérée qui a commencé il y a fort longtemps, de conquête des territoires numériques. Et vous l'avez compris, aujourd'hui, Arte, c'est un bouquet éditorial composé d'une plateforme de chaîne sociale et d'une chaîne de télévision. Et la plateforme est au cœur absolument de notre stratégie. Les plateformes sont au cœur de notre stratégie, et ce, depuis longtemps. Or, le numérique, c'est à la fois un espace nouveau de création, où il y a plein de jeunes auteurs qui sont apparus et qu'on fait travailler, de nouvelles audiences, parce que c'est un enjeu essentiel pour nous de rajeunir l'audience de la chaîne, et c'est une chose réussie depuis des années maintenant. Et en fait, on crée là, dans cet univers, sous toutes ses formes. On crée à destination de nouveaux publics des formats comme des séries documentaires ou des séries de fiction innovantes qui testent de nouvelles écritures, de nouvelles mises en scène. On va aussi travailler en VR, en réalité augmentée. En fait, c'est un espace vraiment de défrichage, mais qui est au cœur de notre stratégie. On regarde quelques images. Absolument. Now East Palo Alto has become a lucrative place. We have all this money coming into the city. We have these development projects. The problem is that it's attractive for certain people and it's impossible to live for others. We have to defend ourselves. We have to say no. We have to say, okay, thank you, but this offer isn't good enough. We're a very special place in the sense that if any community in the country has the chance to still turn around and get it right, it's right here. It's East Palo Alto. This is absolutely the last town, kind of the last shot that we have. It very much does feel like we're under a tech occupation, Facebook's occupation. And I'm not gonna tolerate it. And that's why we brought hundreds of people to Mark Zuckerberg's house in the middle of the night. That's why we brought hundreds more at his doorstep in the daytime, you know? And we're gonna keep doing it. We're gonna keep banging on this system, you know, until the wheels fall off. Comment écoutez-vous la musique? Tout a tellement changé en 20 ans. Hier, c'était le CD ou la radio. Aujourd'hui, c'est le streaming qui domine nos écoutes. C'est cette révolution que je vais vous raconter. Une histoire de laboratoire de pointe, de hackers et de maisons disques dépassées. Napster hijacked our music without asking. Within 2 months, he had more than 250 songs downloaded on his computer. C'est comme ça que nous avons basculé de l'ère de la rareté à l'ère de l'infini, qui efface les frontières entre les musiques et les pays. Un monde où nous avons confié nos vies musicales à une poignée de multinationales qui se battent pour garder notre attention. How can we recreate that link between who the fan chooses to listen to on a streaming platform and where the money goes? Et nous faire écouter la chanson d'après. Souleymane Bachir Diane est un philosophe sénégalais qui enseigne à l'Université Columbia à New York et qui maîtrise 7 langues, dont 2 mortes. La meilleure métaphore pour parler du contact entre 2 entités, c'est la manière dont on produit ensemble une entité nouvelle. Et ce n'est pas pour rien d'ailleurs que dans la plupart des langues humaines,
le même mot pour dire langue dit à la fois la parole et l'organe. Ah oui. Et donc, d'une certaine façon, la traduction et le fait de s'embrasser et le baiser ont quelque chose en commun de ce point de vue-là. Et il aura fallu toute la vie pour pouvoir en parler comme j'en parle maintenant avec toi. Tu vois, 3 ans et demi plus tard, ça ne me gêne pas de dire que c'est presque une renaissance. On peut dire que 2 personnes sont mortes en me laissant la vie, c'est d'une part ma mère et d'autre part celui dont je porte le cœur. Et puis par ailleurs, toi en même temps, tu as fait un bébé, donc voilà, il y en a qui meurent, il y en a qui naissent. Je m'appelle Samuel, j'ai 10 ans et j'ai un problème. Mais bon, j'ai pas trop envie d'en parler. J'ai fait une liste de trucs pour m'améliorer. 1. Avoir plus de muscles. 2. Avoir un collier avec une dent de requin. 3. Avoir des cernes. 4. Apprendre un peu l'anglais pour devenir américain. 5. Commencer à écrire des trucs intelligents dans mon journal pour quand les gens le liront quand je serai mort. Enfin bon. C'est chaud en plus. Nous pouvons s'embrasser. Quoi? Attends quoi? Bah ouais. Bah non, c'est complètement con ça, bouchon. Tu m'as pas dit que tu le trouvais moche en plus? Oui, il me plaît pas du tout. Enfin, je l'adore en tant que pote, hein, mais... Ah, mais c'est mon pull, ça. Non, il est à moi. Mais tu te fous de moi ou quoi? Je m'en souviens, je le porte pas plus tard que l'année dernière, j'ai plein de photos pour le prouver. Oui, et comme chaque année, t'as fait ton truc de Marie Kondo à la con et tu me l'as donné. Je n'ai pas fait Marie Kondo l'année dernière. Si, tu l'as fait, non. chaque année. Attends, tu fais ton truc. Est-ce qu'il me rend heureux ce pull? Est-ce qu'il devrait avoir une place dans ma vie? Et voilà, tu l'as foutu dans le sac pour les cathos. Bah très bien, je vais te le rendre, putain. Toujours agir sans réfléchir. Merde. Voilà, Bouchon, Samuel, notamment Arte Radio, les idées larges, comment le streaming a mangé la musique et The Last Town à découvrir au rayon web production d'Arte. Boris, c'est le moment où tu switches de nouveau avec Ingrid Libertier, la nouvelle directrice des programmes. Je le redis, hein, comme ça on est bien sûr. Et tu vas maintenant nous parler du cinéma, autre genre tellement identitaire de qui nous sommes. Oui, ce que je retiens en tout cas, c'est diversité, Europe, création, et évidemment le cinéma en fait partie. Arte est un soutien majeur à la création cinématographique d'auteurs européens, et grâce à sa politique de programmation, d'accompagnement éditorial, de financement et de programmation qui consacre des films récents et des films patrimoniaux. C'est un soutien important, et d'ailleurs je me permets de saluer, parce qu'à chaque fois je suis bluffée par les équipes franco-allemandes qui travaillent ensemble pour accompagner les talents. Sans oublier d'ailleurs aussi l'offre numérique qu'on ne cesse d'enrichir continuellement grâce à l'offre notamment de Arte Kino, festival cinéphile européen. Et je voulais aussi parler du soutien aux jeunes talents grâce au soutien court-métrage et moyen-métrage. Je pense que c'est aussi important de le souligner. Et puis cette rentrée... Et puis les soirées cinéma auxquelles il faut se préparer pour les longues soirées d'hiver. Exactement, on va découvrir des cycles dédiés aux géants du 7e art. Je pense qu'il y a Catherine Deneuve, ouais. Agnès Varda, notre grand cinéaste japonais Ozu, Jean-Pierre Mocky, Lars von Trier, entre autres, et un coup de projecteur sur les icônes et les portraits inédits qu'on va lancer. Fanny Ardant, Martin Scorsese, Hilda Varda et Matrix. Je me souviens que j'ai reçu un synopsis de La femme d'à côté qui avait 7 pages. Et ces 7 pages racontaient cette histoire d'amour fou. Mathilde. Et je me souviens, après avoir refermé les pages, de dire « Ah, je voudrais pas mourir sans avoir dit tout ça.
C'est exactement tout ce à quoi je croyais. Tout ce qui fait qu'une vie est riche, même si c'est la mort. Now, as early as I can remember, the key issue for me was, what did it take to be a filmmaker in Hollywood? Quelle est la véritable identité de Martin Scorsese? Est-il un Américain trop italien ou un Italien trop américain? Est-il un New-Yorkais égaré à Hollywood ou est-ce tout le contraire? For me to go to New York University, first of all, was a big thing because there was hardly anyone in my family who went to. It was working class. There were no books in the house. And for somebody like me to be able to make films, it's almost totally surreal. Actually, when I was a little younger, when I wanted to be a priest, and I believe there's a spirituality in films that fulfill a spiritual need that people have to share a common memory. C'est parti de photos qu'elle faisait de ses mains, des taches sur ses mains, etc., des signes en quelque sorte de vieillesse. C'était une réflexion sur le temps qui passe et l'idée de qu'est-ce qui reste l'a amené à considérer une dimension plus sociale avec les restes périmés, les restes alimentaires, etc. Un jour, elle était en train de monter sur un tas de patates, elle sort une pomme de terre, elle redescend, elle me fait ça y est. Et ce qui était marrant, c'est qu'elle savait qu'avec cette patate en forme de cœur, elle allait pouvoir déclencher le financement de son film. Les gens révoltés, les gens marginaux, les gens oubliés, les squatteurs, les glaneurs, ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire. Ces deux couleurs de cheveux. Quand elle a fait ça, je me suis dit, mais elle est complètement toquée, quoi. C'est génial. C'est une punk. We are living in a computer-programmed reality, and the only clue we have to it is when some variable is changed, and some alteration in our reality occurs. Quand Philippe Cadic imagine que le monde entier est un programme informatique et que nous vivons en fait dans une simulation, l'auteur culte de SF anticipe le scénario d'une des sagas les plus influentes de ces 20 dernières années, Matrix. We're attracted to things that haven't been told before or seen before. Sauf qu'entre-temps, c'est comme si le réel avait rattrapé la prophétie. He's really questioning what's real and not real. L'informatique est devenue une extension de nous-mêmes. Nos avatars nous offrent une seconde vie dans le virtuel. Comme aucune autre, la tétralogie a cristallisé les enjeux de notre époque numérique. Elle a même participé à créer une nouvelle génération, la nôtre. Voilà, je crois que de nouveau vous allez intervertir vos places à ce pupitre. Boris, c'est ton grand retour, puisqu'on va maintenant terminer cette présentation de nos programmes avec les nouveautés de la rentrée culturelle et artistique, et on va notamment écouter de la musique pour terminer. Absolument, on a des très beaux films à vous proposer, et je ne les énonce pas pour ne pas rallonger le temps de cette conférence de presse, mais juste pour vous dire que notre ambition en matière culturelle est immense, mais qu'on a envie de raconter les icônes contemporaines, de décrypter les phénomènes culturels, aussi de célébrer la vie et la grâce d'une émotion musicale ou artistique, en fait de montrer la culture qui vient et celle qui nous construit. Et avec une ambition particulière qui est, ça paraîtra curieux, mais de défricher le patrimoine, de le revisiter autrement pour le rendre audible, compréhensible à notre époque. Cette ambition culturelle, vous allez le voir, elle est très belle. En 1943, dans le sud de la France, une jeune femme juive allemande se présente chez un médecin et lui confie un carton. À l'intérieur, il découvre le travail qu'elle vient d'accomplir en 1 an et demi. 1300 peintures, des centaines de pages de texte et des titres de musique, comme dans un livret d'opéra. Charlotte Salomon y raconte sa vie et celle de sa famille. Je veux dessiner, dessiner, ne faire que ça, nichts anderes. Parce qu'elle se sait menacée, elle lui demande de le garder. Prenez-en soin, c'est toute ma vie.
À la fin de la guerre, le père de Charlotte et sa belle-mère Pauline Kac sont très étonnés de découvrir l'œuvre phénoménale qui a produit leur fille. Août 1954. Nicolas de Staël pose dans son atelier parisien pour une jeune photographe du nom de Denise Colomb. Bras croisés, le peintre semble défier l'objectif. Mais c'est le monde tout entier qu'il toise du haut de son orgueil. À 40 ans, il est au sommet de sa gloire et de son art. C'est pourtant un homme déchiré et rempli de doutes. Entre le besoin forcené de créer et le tourment de vivre, son chemin est périlleux, son équilibre fragile. Être peintre l'a entraîné aux limites de lui-même, dans une profonde solitude. Le bug de l'an 2000, c'est peut-être DJ Mehdi. Il est en studio avec des pitbulls, avec la mafia Quinfri, et puis le soir, il va danser avec Cassius et Daft Punk à New York. Disparu avant ses 35 ans, DJ Mehdi reste aujourd'hui le seul DJ et compositeur à avoir réussi le grand écart entre des univers qu'a priori tout oppose. On se fait une petite répétition. Théâtre, cinéma, opéra, tout ce que Patrice Chéreau a touché porte encore sa trace. C'est l'histoire d'un homme qui a bouleversé le paysage artistique pendant près de 50 ans, avec une soif constante de se réinventer. Chut. Mais cette nature, Seigneur, comment l'entendez-vous? Oui. Oh non, pas si brutal. Ouais. Hein? Cette nature. Seigneur, comment l'entendez-vous? Je suis jeune encore. C'est une étude qui me sera nécessaire, un jour. Et regarde dans le vide, hein. Ils sont au rendez-vous, vos acteurs, Patrice Chéreau, dans ce train que vous aviez imaginé. Plus jamais personne n'a dirigé de cette façon-là après. Il avait cette humanité, cette délicatesse, cette sensibilité qui faisait qu'il s'approchait au plus près de vous, physiquement, au théâtre comme au cinéma d'ailleurs, et puis en même temps, il avait envie de vous emmener quelque part. Bonjour à toutes et tous. Je ne peux malheureusement pas être avec vous aujourd'hui. Arte est apprécié et reconnu en France, en Allemagne et de plus en plus en Europe. Grâce à la qualité de ses programmes et du succès qu'il rencontre également auprès du jeune public, Arte est très souvent cité comme exemple dans les débats sur les médias en Allemagne. Comme en France, la question du financement de l'audiovisuel public est actuellement au centre de l'attention en Allemagne. La KEF, l'organisme indépendant qui fait une recommandation aux Länder sur le montant de la contribution audiovisuelle, a déjà engagé ses travaux pour la période 2025 à 2028. Cette procédure de la KEF offre aux chaînes de la visibilité sur le plan financier et garantit leur indépendance. Je me permets d'insister sur ce point. Seul un service public indépendant peut garantir des droits fondamentaux tels que la liberté d'expression. Certains pays d'Europe se sont écartés récemment de ce principe avec le risque que le service public soit utilisé à des fins politiques. Vous l'avez constaté avec son offre importante de programmes sur la guerre en Ukraine. Depuis le début de l'invasion russe en février 2022, Arte a contribué à éclairer sur les ravages de cette guerre.
avec une attention portée à montrer le point de vue des habitants. C'est ce que nous avons fait avec le format Tracks East en mettant le cap vers les pays de l'Est et en rencontrant des journalistes et des artistes qui portent un regard différent sur le conflit actuel. Côté musique, notre saison Arte Opera se poursuit en collaboration avec les scènes les plus prestigieuses en Europe, avec une volonté de renforcer toujours plus les regards croisés dans nos programmes. Arte s'efforce également d'élargir son réseau de chaînes partenaires européennes, qui compte désormais 10 chaînes et s'étend sur tout le continent. Après la signature d'un accord avec la chaîne lituanienne, je profite également de ce rendez-vous de rentrée pour vous annoncer que les discussions avec une chaîne publique balte, à savoir la chaîne lettonne LTV, ont bien avancé. Nous devrions pouvoir annoncer d'ici la fin de l'année un nouvel accord de coproduction, ce dont Bruno Patino et moi-même nous réjouissons. Merci de votre attention et bonne rentrée à toutes et tous. Si